février 2014, janvier-février 2014, tout le monde se rappelle qu'il y a eu une grosse tempête sur la Bretagne qui a provoqué sur Pontivy des inondations. Donc les inondations, le quartier de Trélo, de Stivale, de Signa ont été impactés, et les pluies importantes ont aussi provoqué l'effondrement d'une partie du château de Pontivy. Quand on m'a prévenu le vendredi, c'était un vendredi, je crois, fin d'après-midi, que le château, il y avait une partie du château qui avait subi des avatars que l'on sait maintenant, c'était la tristesse. Il y a d'abord eu, au moment de l'effondrement, la mise en sécurité, qui était presque le chantier le plus stressant, puisque là, on essayait de trouver des solutions. Il y a eu deux effondrements successifs, on ne savait pas s'il n'y en aurait pas un troisième. Donc là, il a fallu même que les entreprises soient à la fois réactives et très acrobates pour arriver à mettre en sécurité, à étayer, à blinder les parties qui pouvaient être amenées à tomber. La diagnostic nous a été remise donc, au mois de janvier 2015, donc avec 3 propositions pour la restauration donc, de cette courtine, soit une reconstruction en maçonnerie traditionnelle telle qu'elle était, soit une reconstruction par un voile béton habillé bien entendu de cette maçonnerie traditionnelle, mais avec un remblai complet à l'arrière, ou la reconstruction par le voile béton, mais toujours habillé de la maçonnerie traditionnelle, mais avec un remblai partiel à l'arrière. Et les travaux ont pu être lancés donc, au mois de juin de cette année, le 9 juin 2016. Déposer manuellement ce bandeau là, donc on a apporté du matériau jusqu'à peu près à cette zone là. On a créé une rampe en fait de matériaux pour que la pelle circule contre le mur comme ça. Nous avons achevé de monter l'ensemble des éléments en béton préfabriqué qui sont juste derrière moi. Partie haute, vous avez les fers en attente pour pouvoir réaliser la poutre de couronnement, pour pouvoir liaisonner l'ensemble des éléments.
grande étape vient de s'achever cette semaine avec la réalisation des clavetages des prédales et la réalisation de la chape de finition. Et également nous continuons notre intervention sur le bastion sud-est ici qu'on peut voir avec la campagne de rejointoiement et de restauration des maçonneries. Actuellement, nous avons bien avancé sur le remontage du mur, donc on peut le voir derrière moi avec la partie en soubassement. Donc juste sur le côté droit, les pierres qui sont en réemploi, qu'on a pu récupérer lors de la dépose. Donc il y a tout un travail de tri, de décrottage avec les mortiers, donc on rencontre de la chaux qui tient bien, du ciment. Et aussi on a des pierres neuves, donc du schiste, puisque le mur était composé pratiquement de schiste, donc qui provient de carré. Côté émotionnel de l'effondrement, heureusement on n'intervient pas toujours dans ce genre de conditions, mais aussi je dirais que parce qu'on a travaillé avec des corps d'État avec lesquels on n'est pas forcément habitué à travailler sur un monument historique, entre autres une entreprise de BTP qui a réalisé tous les ouvrages de béton projeté, de tirants et de béton support des pierres. Donc c'était, je pense, assez nouveau pour nous, mais assez nouveau pour eux aussi de travailler sur ce genre d'ouvrage où tout est irrégulier, rien n'est droit, il faut s'adapter systématiquement à la fois aux découvertes de chantier et aux spécificités d'un monument ancien. Suite à la chute du rempart, la pierre étant en schiste, il y a eu beaucoup de casse. Et on s'est retrouvé avec un cinquième à peu près à réemployer pour les façades.
pour les parements premiers. Donc pour retrouver les pierres, non, ça n'a pas été très très facile. On a proposé beaucoup d'échantillons à l'architecte. On a fait venir de Bretagne et puis ailleurs en France, mais qui ne correspondaient pas vraiment. Donc après, on a trouvé ce qu'il fallait dans la région de Carhaix. Le souci après, c'était de trouver un volume qui soit assez important, quoi. Voilà. On pouvait avoir des schistes, mais il fallait que le fournisseur derrière puisse s'assurer de nous fournir un gros volume. Le chantier s'est vraiment déroulé, je dirais, selon le scénario qu'on avait imaginé quand on a étudié l'effondrement. La grosse découverte, c'est au niveau de l'archéologie, puisque le chantier a été suivi par des archéologues au fur et à mesure des fouilles. Nous avons fait venir donc une pelle mécanique pour essayer de comprendre justement ce petit four à pain qui était déjà connu. Et donc en ouvrant davantage autour de ce four, de ce petit four, pour en comprendre son environnement, dans quel contexte archéologique il s'inscrit, quel était son mécanisme, etc., que nous sommes tombés sur un second four. La découverte archéologique que nous avons menée nous permet aujourd'hui de dessiner un grand corps de logis oriental de 40 mètres de long sur 7 mètres de large. La découverte majeure a été la découverte de cette 4e tour, donc à l'angle sud-est. Une tour en tout point similaire à sa jumelle du nord, puisqu'on est sur un diamètre de 13 mètres. Le mur formant le revers de ce logis, qui fait plus de 2 mètres de large, se situe ici sur le plan. Ce grand corps de logis possédait au rez-de-chaussée 3 salles. Une grande salle principale et 2 petites salles au bout du bâtiment. Nous avons eu également la surprise de découvrir une porte. Possède également des gonds conservés en métal, en fer. Cette porte donnait accès à une terrasse au revers du château finalement. Cette terrasse donc, qui s'étendait le long du mur de revers du logis, entre les 2 tours, permettait à la fois de servir de terrasse d'agrément, mais aussi, pourquoi pas, de terrasse défensive en cas d'attaque ou en cas de siège. Une autre découverte intéressante a été la découverte des latrines. 3 conduits de latrines verticaux qui finissaient dans une fosse longue de 3 mètres et large d'1,45 m, comprise dans l'épaisseur du mur. Alors, ces latrines sont très intéressantes, d'une part parce qu'elles permettent de confirmer la présence de au moins 2 étages à ce logis. Faire un petit focus sur le quotidien des occupants du logis, puisque dans cette fosse des latrines sont conservés les différents objets qui ont pu être jetés au cours du temps à travers les latrines et qui ont fini au fond de cette fosse. Évidemment de la céramique, donc de la vaisselle en terre, mais aussi en métal, du verre, des verres à boire, une petite bague en bronze. Les différents sondages que nous avons pu mener ici à l'articulation de la salle debout et de la 4e tour nous ont permis de mettre au jour les fondations de cette 4e tour justement et de voir que malgré une récupération massive des matériaux de cette tour, quelques éléments maçonnés sont restés et ce qui nous permet bien de confirmer la présence de cette 4e tour, mais aussi d'établir sa contemporanéité avec le logis. Que sait-on maintenant de l'évolution de ce logis? Nous savons qu'il a été fondé au cours de la seconde moitié du XVe siècle. Quand précisément, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire et ce sont toutes les analyses que nous réaliserons en post-fouille qui nous permettront peut-être d'approcher la décennie de construction de ce bâtiment. Les hypothèses liées aux découvertes nous semblent positionner la construction de ce front oriental avant la construction ouest que l'on connaît aujourd'hui en élévation avec ces 2 grandes tours. Et tout ça sera à déterminer ensuite lors des analyses. Ce logis a perduré au moins durant tout le XVIe siècle. C'est certainement à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Ce bâtiment est abandonné, puis détruit et enfin récupéré. Les étapes ont été progressives. On a d'abord un abandon qui s'est manifesté et qui a entraîné l'effondrement du plancher, des planchers supérieurs. C'est ce que l'on voit juste ici avec ces carreaux de pavement au sol, qui sont en fait les carreaux formant le sol du premier étage et qui sont tombés sur le rez-de-chaussée au moment de l'effondrement du bâtiment. C'est un gros chantier qui a pris tout le temps de ce mandat entre la préparation du chantier, les études qui ont précédé, les marchés, et puis après le lancement des travaux qui a duré 3 ans pour s'achever à la fin de cette année. Donc c'est un chantier presque, j'ai dit quelquefois titanaque, c'est peut-être exagéré, mais ça reste un chantier d'une grande ampleur.
d'ampleur. Alors je rappelle aussi que pendant cette période nous sommes devenus propriétaires de ce château puisque le duc de Rohan nous l'a cédé. Et puis en parallèle de ce chantier, eh bien, il y a eu ces fouilles archéologiques qui nous ont apporté de nouveaux éléments sur le château et puis qui sont finalement une bonne nouvelle, qui viennent compléter un petit peu cette histoire que nous avions de notre château. Pour l'avenir, notre château, alors les travaux sont loin d'être achevés, puisque maintenant la courtine reconstruite, il nous faut mettre aux normes le monument, le rendre accessible. Le déblaiement a apporté beaucoup de terre qui est entreposée là dans la cour des châteaux. Il va bien falloir enlever toute cette terre pour rendre possible déjà la visite de la cour. Et puis, eh bien, à terme, c'est un projet global de valorisation du château, un parcours, la découverte du château, pas seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, une nouvelle vision du château et puis à terme un musée permanent avec l'histoire du château, l'histoire des Rohan, ce qui n'empêchera pas d'avoir des expositions temporaires comme nous pouvions en avoir par le passé. Mais ce sera aussi pour le public l'accès à de nouveaux espaces qui n'étaient pas visités jusqu'à présent et puis bien entendu des animations pour accompagner tout cela. Donc encore un grand projet et encore beaucoup d'années avant qu'elle ne puisse se réaliser.